Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, la 6e, c'est tout qui change, avertit d'emblée la narratrice de La vie commence en 6e. Et elle le prouve d'une plume aussi drôle que touchante, Alice Buteau. Et l'invité du Grand Oral, c'est l'autrice du livre L'Anti-Sèche des Maguesselles. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire et programme d'histoire. On est le 6 juin 44, opération Overlord. Les Alliés débarquent en Normandie. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Récré débat pour ou contre le permis de conduire dès l'âge de 16 ans. Et puis enfin, rendez-vous en fin d'émission avec les années collège, les vrais cette fois, pas les romanesques, mais le sujet sera en partie le même. Amélie Paris va décoder la notion devenue centrale chez les ados de popularité. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Quand un éditeur vous promet, je cite, un livre désopilant aux personnages attachants comme des caramels sur les dents du fond, même si cet éditeur est Gallimard Jeunesse et que vous avez plutôt confiance, vous vous dites qu'il abuse peut-être un petit peu côté marketing. Et puis alors après, vous ouvrez le livre avec curiosité mais prudence et là, dès l'avertissement introductif, les zygomatiques entrent en action et vous pouffez comme un gamin ce livre. C'est La vie commence en 6e d'Alice Buteau qu'on a la joie d'accueillir. Qu'est-ce que je me suis marré en vous lisant, Alice? Merci, je voulais commencer par là. J'ai passé un super bon moment. Une série sur le collège, parce qu'en fait c'est le premier tome d'une série, le point de vue de Katharina sur... alors on va voir, c'est pas vraiment sur le collège, c'est plutôt sur sa vie de jeune fille. Ça vous est venu comment l'idée? Alors l'idée m'est venue, mon fils avait 6 mois, mon premier enfant, et en fait, voilà, ça devait être un moment où j'étais un peu désespérée, je comprenais pas pourquoi il pleurait, pourquoi il arrêtait pas de pleurer, et donc je sais pas, je suis allée sur Internet, et puis et j'ai découvert une auteure qui faisait la promotion de son livre, et elle disait, voilà, elle prétendait avoir décrypté le langage des bébés. Ah, génial. Donc en fait, Jonas, qui est le personnage du bébé, je ne sais pas si c'est le nom de votre fils ou pas, mais bref, s'il y a un clin d'œil, il n'y en a pas. D'accord, ça part de là, en fait. Ça part de là. Et donc j'ai essayé de suivre la méthode. Voilà, ça veut dire j'ai envie de manger, blablabla, ça veut dire j'ai un rot, je ne sais pas. Ah, je crois que blablabla, ça voulait dire j'ai un truc qui me gratte. Non, ça dépend des interprétations, des traductions. Et voilà, et donc j'ai essayé de suivre les instructions, ça n'a pas marché, mais je me suis dit, tiens, écrivons un livre, ça m'a donné voilà, la première idée, la première... Génial, et alors vous êtes réincarné dans une narratrice qui a quelques années de moins que vous et quelques années de plus que le bébé, Katharina. Voilà. 11 ans ou 12 ans, on ne sait pas exactement voilà. D'ailleurs, elle entre, qui se retrouve, voilà, qui rentre en 6e et puis qui se retrouve avec un bébé chez elle, avec ses parents qui sont complètement débordés, qui n'arrivent pas du tout à gérer la situation. Et voilà, elle comprend pas pourquoi ses parents ont remis le couvert. Et puis voilà, qu'est-ce que ça apporte dans la vie. Et il va se passer des choses. On va en parler de ce qui va se passer quand même. Depuis la naissance de ce bébé, la vie est plus belle, la maison sent bon, car l'amour parfume toutes les pièces. Par la fenêtre, les couleurs sont plus vives. Même quand le temps est pourri, il fait beau. Les journées ne sont que rire et joie. Les nuits, sérénités et songes. Je blague. Non, c'est pour vous donner une idée du ton du bouquin. Vous le situez au collège, néanmoins, puisque l'arrivée du bébé est concomitante avec l'entrée au collège de Katharina. Et le collège, je crois que pour vous, j'ai cru voir que ce n'était pas que des bons souvenirs pour vous personnellement. C'est difficile, ça dépend ce qu'on choisit de regarder. En fait. Ouais. L'école, je suis contente d'en être sortie, voilà, que ce soit terminé. C'était, voilà, c'était pas vraiment mon truc, mais la vie de collégienne, c'était pas forcément nul non plus. Moi, ce que j'aimais, c'était les copines, c'était l'amitié, c'était voilà, les copains, les copines. Voilà, la vie, pour moi, c'était ça. C'était les relations, vivre des choses, faire des choses, créer aussi. Parce qu'avec mes meilleurs amis, on inventait des choses, on créait des choses. Néanmoins, je crois que vous avez écrit très jeune, mais au collège, vous arrêtez d'écrire. Oui, vous êtes bien informé, dis donc. Oui, en même temps, vous répondez à des interviews, on les retrouve sur Internet. Donc, Oui, j'ai commencé à écrire très tôt. C'est ça. Et avec ma meilleure amie, on écrivait des histoires, j'écrivais aussi de la poésie, comme beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que comme j'avais des très mauvais résultats scolaires, et que voilà, je partais dans les rédactions, j'avais l'impression que c'était incroyable ce que j'avais écrit et que j'avais 2. Et j'ai fini par me convaincre que je ne savais pas du tout écrire, ce que je crois toujours d'ailleurs. Oui. Alors c'est con, c'est idiot, pardon. C'était ma dernière question de l'émission, mais c'est vrai. Je vais vous la poser maintenant. Vous croyez toujours que vous ne savez pas écrire? Oui, et c'est toujours très... Et c'est douloureux Non. Parce que quand on vous lit, il y a une fluidité, un naturel, c'est juste génial, quoi.
En fait, il y a deux choses. C'est vrai que l'écriture scolaire n'est pas forcément la même. On ne demande pas les mêmes choses. Il y a des liens, des ponts, mais c'est à deux endroits différents quand même de l'expression. Après... Voilà, si je dois écrire un mail administratif, par exemple, ça me paralyse. Oui, mais ça, moi aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Oui, mais je perds mes moyens. Et même là, même quand j'écris, il y a quelque chose de laborieux. Ça peut être illisible. Et puis je recommence. Enfin, c'est comme une exploration de ça aussi, de mon incapacité à exprimer les choses et donc à les... Voilà, sans cesse, à continuer à creuser... Bon, mais il y a peut-être, si on va dans la biographie et sans faire une psychanalyse sauvage, il y a une puissance tutélaire pas évidente à porter non plus. Votre maman. Oui. Alors, c'est les deux. C'est les deux. Geneviève Brisac, je dis le nom quand même, grande autrice pour la jeunesse. C'est les deux. C'est les deux, parce qu'en même temps, du coup, il y a une transmission très naturelle des histoires, de l'amour des histoires. Donc ça s'est fait très naturellement. Après, et d'inventer, et de créer. Après, ça donne aussi, quand on a un parent qui fait quelque chose, ça donne une espèce de droit. C'est ça. On se dit... C'est naturel. Voilà, un droit inconscient à le faire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai envoyé mes manuscrits, je ne me suis pas posé 10 000... Voilà, il y a des gens, ils le font jamais. C'était votre quotidien, c'est ça. Moi, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel. C'était un monde... Et après, par contre, jamais je me serais imaginé faire ça. Voilà. Et vous le faites. J'ai été fille unique pendant plus de 11 ans et je m'en portais très bien. Je n'ai jamais rien demandé, même pas un hamster. Dans fille unique, il y a unique. Et unique, c'est le contraire de commun, banal. Pourquoi préférais-je être une fille banale? Voilà une réplique de stand-up parmi bien d'autres extraits de La vie commence en 6e d'Alice Buteau. Alice, on se retrouve juste après l'Anti-Sèche. Merci. Emma Guessel. Anti-Sèche anniversaire. Oui. Bonjour Emma. Bonjour Emmanuel. On est le 6 juin, c'est un 6 juin 44 que les Alliés débarquent en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un épisode qui s'appelle l'opération Overlord. Évidemment, il est absolument décisif et les élèves l'étudient bien sûr en cours d'histoire. Absolument. Et pour commencer, un petit peu de géographie quand même. On parle généralement du débarquement. Ça c'est Emma, je me fais dire on va faire de l'histoire. Non mais en fait on va faire de la géo. On va faire les deux, mais quand même un peu de géographie. Donc quand on parle du débarquement, on nomme pas précisément le lieu. Alors ça s'est passé, pour être bien précis, de la pointe du Cotentin jusqu'à Ouistreham. Il s'agit d'une étendue de 80 km de long. On parle des plages du débarquement parce qu'elles sont au nombre de 5. Et ce sont les Alliés qui les ont nommées. Il y a la plage Utah, la plage Omaha, Gold, Juno et enfin Sworn. Qui sont des noms à consonance anglophone parce que quand on parle des Alliés, on parle des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Absolument. Ce sont les 3 pays qui sont à l'origine du débarquement, même si d'autres pays ont participé. Alors pourquoi choisissent-ils de débarquer à cet endroit-là, à ce moment-là? Pour ça, il faut comprendre le contexte. Et cette fois, c'est bien de l'histoire. L'Allemagne nazie occupe toujours à ce moment-là une grande partie de l'Europe, mais les Alliés commencent peu à peu à reprendre des territoires. C'est le cas en 1944 de l'Afrique du Nord. À l'Est, il y a les troupes soviétiques. Voilà. Donc, pour gagner encore plus de terrain et libérer les territoires occupés par l'Allemagne nazie, il faut ouvrir un nouveau front à l'Est. Voilà pourquoi on choisit de réaliser ce débarquement en Normandie. Et donc, pour débarquer, il faut un point de départ. Et ce point de départ, c'est le plus proche, c'est l'Angleterre. Absolument, qui n'était pas occupé par les nazis, qui a en effet servi de point de chute de toutes les troupes alliées. Alors évidemment, les Allemands se sont toujours doutés qu'un débarquement était possible. Ils ont fait construire le mur de l'Atlantique, qui s'étendait sur 6000 km de la Norvège aux Pyrénées. Donc quand les Alliés débarquent, le comité d'accueil est bien présent. Les Allemands ont installé des mines sur les plages et des soldats sont postés un peu plus loin. Voilà, en revanche, les Allemands ne se doutent pas que le débarquement aura lieu en Normandie, ce qui donne la scène inaugurale célébrissime du jour le plus long. Sie kommen, c'est le seul truc que je sais dire en allemand. Ils arrivent. Parce qu'ils seraient... je le mets avec une conviction. Et non, donc en effet, ils ne pensaient pas que ça aurait lieu en Normandie, ils pensaient que ça allait être dans le Pas-de-Calais. C'est donc une surprise quand, à l'aube du 6 juin, ils voient débarquer plus de 4000 navires de transport, 700 navires de guerre, 11 500 avions et 156 115 soldats venus libérer l'Europe. Voilà, ensuite, c'est pas une partie de plaisir, et le cinéma aussi en témoigne. Bien sûr. Notamment, il faut sauver le soldat Ryan, on voit bien les tout débuts. C'est une bataille extrêmement rude. Ils vont aller beaucoup plus lentement que prévu, d'ailleurs. Absolument. Bombardement aérien, bombardement naval. On a appelé cette journée le jour le plus long, tant cela a été intense. Les pertes sont lourdes également, 10 500 du côté des Alliés, 10 000 côté allemand, sans compter le nombre de morts de la bataille de Normandie, qui débute à partir de ce moment-là, et qui dure 3 mois. Au total, on déplore
déplore 140 000 morts, dont 20 000 civils. Mais cette année, 1944, constitue le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Amorcé un peu par 43, vous nous aviez raconté 43 d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Une année aussi mais là, ça y est. Voilà. Mais parce que, outre ce débarquement en Normandie, une autre opération a lieu à l'Est par les troupes soviétiques, qu'on a appelée l'opération Bagration, et qui a eu lieu le 22 juin 1944. Et les Alliés ont mobilisé au total près de 5 millions de soldats qui ont pris l'Allemagne en étau. Et donc la suite, on la connaît, c'est l'affaiblissement peu à peu des forces allemandes et la capitulation de l'Allemagne en 1945. Merci beaucoup Emma, on se retrouve pour la récré tout à l'heure. Avec plaisir. Grand oral, Alice Buteau. Les filles montent pas si haut d'habitude. C'était le précédent livre d'Alice Buteau, illustré par François Ravard, et c'était chez Gallimard Jeunesse également, livre qui avait reçu la Pépite Fiction Junior 2021 au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. On souhaite le même succès à La vie commence en 6e, qui vient de sortir. J'ai pas cité d'ailleurs le nom de votre complice en illustration, qui est Lisa Chetto, et c'est quand même extrêmement marrant ce qu'elle a fait elle aussi. Le titre suggère un livre sur la 6e. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, on va me parler de la 6e. Et en fait, c'est un livre sur les copines, c'est un livre sur les clans, et sur la bande des thons. Mais c'est quoi? C'est quoi la bande des thons, THONS? C'est ces 5 amis qui ont décidé de créer une bande en CM2 pour être plus forts, plus solidaires en 6e, avec peut-être une appréhension qu'ont certains élèves en passant ce cap. Et le mot thon, moi, ça vient aussi de l'enfance, c'est un mot... il y avait une chanson qu'on chantait, la bande des thons. Alors, il y a un air hein? Oui. Alors, allez-y. C'est le tcha-tcha-tcha des thons. Donc les paroles, c'est une bande de thons remontant la rivière, s'en aller gaiement fuyant la mer, l'arillon l'air. Quand on est thon, c'est pour la vie, tcha-tcha-tcha des thons, tcha-tcha-tcha. Voilà. Tcha-tcha-tcha les thons, hey. Tcha-tcha-tcha les thons, hey. Avec un thé comme crocodile. Voilà. Je vais pas chanter peut-être toute la chanson. Si. Vous croyez que vous allez leur dire comme ça? Quand on est thon, c'est pour la vie entière. Tcha-tcha-tcha les thons, hey. Tcha-tcha-tcha les thons. Voilà. Excellent. Avec un élément perturbateur qui est arrivé dans la vie de Katharina, vous l'avez dit, qui est donc Jonas, son petit frère, qui en fait est le point de départ du livre, ce que je n'aurais pas imaginé. Et donc le ressort dramaturgique, un chapeau magique. J'ai failli dire un chapeau d'ailleurs, comme dans Harry Potter, il y a peut-être un petit clin d'œil. Alors on m'en parle à chaque fois que je commence à raconter. Votre question est d'une banalité extrême. Mais c'est gentil. Non, parce que les élèves, ce sont les jeunes lecteurs et lectrices que je rencontre. Comme maintenant, je commence à leur parler du livre qui arrive. À chaque fois, ils m'en parlent. Et moi, je voudrais pas le dire, mais je n'ai pas lu Harry Potter. Oui, non. Ouais, je devrais pas le dire en fait. Si, vous pouvez le dire. Ça fait de vous quelqu'un de rare. J'avais vu le film, le 1, je crois. Ah oui, quand même. Donc, et donc ils m'ont expliqué qu'il y avait un chapeau qui décidait de quelle famille on était. Bon, après, c'est vrai que les chapeaux magiques, ça existe. Ça existait avant Harry Potter. Et puis, c'est l'idée d'un objet. D'un objet magique, ça, on peut retrouver ça dans Gris Paris. Et donc, une vieille dame drôle comme tout offre ce chapeau à Katharina. Et ce chapeau, il permet... Je ne sais pas s'il faut le dire. Est-ce que c'est pas dommage de le dire? Ouais. Un peu quand même. Il permet d'entendre des choses que les autres n'entendent pas. Oui. Il donne dire comme ça. Un pouvoir magique. Il a un pouvoir magique. Et il a été offert par la fée Mure. Qui a failli s'appeler la fée, j'ai oublié comment. Feignante, non pas Feignante, Feignasse. Elle a failli s'appeler la Feignasse parce qu'elle a épousé Monsieur Nias, donc c'était un petit peu ennuyeux. Il y a eu beaucoup de films cette année sur les rencontres entre des enfants et des personnes âgées en EHPAD. Vous, c'est une thématique qui vous est, le lien entre les petits et les grands-parents, c'est quelque chose qui vous touche? Oui. Beaucoup. Et puis l'idée, moi, c'est vrai que les personnages, je pense que c'est des choses après qu'on a dans la tête, les choses reviennent. Peut-être que les EHPAD, c'est aussi l'inconscient, comme on a parlé d'EHPAD cette année à un moment. En même temps, je l'avais écrit avant, mais bon, c'est sûr que oui, le lien entre des générations, ça, c'est moi, j'ai eu des grands-mères qui ont énormément compté pour moi. Dont une était vraiment la grand-mère tradie, hyper tradie, qui fait des petits gâteaux, et l'autre était au contraire la grand-mère indigne, peut-être qui ressemble beaucoup plus à la fée Mure. À la fée Mure. Qui est drôle comme tout. Qui a été, une source d'inspiration parce que elle fumait clope sur clope. Elle faisait tout ce qu'on ne devait pas faire, et encore moins en tant que grand-mère. Donc oui, sans doute, je me suis inspirée d'elle. Quand vous avez dit grand-mère classique, j'ai cru que ça allait être la grand-mère un peu sévère et tout. Si elle faisait des petits gâteaux, c'est... Ah non, pas sévère du tout. Oui, c'est ça. Non. Grand-mère gâteau. Gâteau, voilà. Vous avez cité Gris Paris comme influence possible. Quand vous étiez ado, vous lisiez peu de romans, je crois, mais surtout des poèmes quand vous étiez
collégienne, lycéenne? Oui, je lisais de la poésie. Et puis ensuite, comme j'ai eu envie d'être comédienne, j'ai commencé à lire du théâtre. Voilà, ça a un peu été comme ça que j'ai mon introduction dans la lecture, parce que... C'est vrai que je m'attaque à tous mes devoirs, parce que j'aurais quand même aussi pu vous présenter comme comédienne. Vous avez joué dans des dizaines de films, de pièces de théâtre. Au cinéma, vous avez vu beaucoup chez Christophe Honoré, si mes souvenirs sont bons. Et c'est en étant ouvreuse de théâtre, d'ailleurs, que vous vous êtes remise à écrire. Oui, c'est beaucoup de choses. Oui. Non, mais racontez, je trouve ça génial. Parce qu'on va tous au théâtre, on voit les ouvreurs, les ouvreuses, on se dit ils doivent s'embêter, les pauvres. Bah, c'est ça. Bon, en fait, j'avais une collègue qui écrivait des chansons et puis ça m'a donné envie. En fait, donc j'ai recommencé à écrire des chansons. Vous étiez dans les coulisses du théâtre, ouais. Et pendant que la pièce passait, il fallait attendre, et, et c'est revenu. Ouais. Et avec moins de peur peut-être que... Oui. Que dans ces années collège. Une fois, j'ai vu un cartable dans la cour du collège. J'ai cru que c'était une hallucination, comme de croiser un diplodocus à l'air cénozoïque. En fait, c'était un CM2 qui venait chercher son grand frère. Petit aperçu des punchlines de Katharina dans le livre d'Alice Buteau. Alice qu'on retrouve juste après la récré. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Vous nous parlez d'un débat qui fait la une du magazine L'Actu pour cette récré. L'Actu qui... Pour ou contre le permis de conduire dès 16 ans. Exactement. Alors en France, bien sûr, on passe le permis à 18 ans, pour ceux qui le passent. Mais aux États-Unis... Un problème avec le permis peut-être? J'ai pas le permis, toujours pas. D'accord. Combien de temps Maman, si tu me regardes, je l'aurai un jour, je l'aurai. Voilà. Mais aux États-Unis, par exemple, les jeunes ont le droit de conduire dès 16 ans. On peut les comprendre, hein, parce que les distances ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une grosse culture de la voiture. Sans elle, c'est un peu difficile de se déplacer. Et c'est d'ailleurs un des arguments pour la conduite dès 16 ans en France. C'est que ça permettrait aux jeunes qui vivent en zone rurale de se déplacer plus facilement. Dans les autres arguments pour, c'est que ça permettrait aussi de responsabiliser les conducteurs plutôt au danger de la route. D'accord. Il y a aussi des arguments contre? Alors, effectivement, ça augmenterait quand même vraisemblablement le risque d'accident, parce que les accidents de la route sont la première cause de mortalité et de handicap chez les 18-24 ans. Et puis 16 ans, c'est souvent l'âge où on commence à boire de l'alcool en soirée. Non, pas du tout. Non, d'accord. Voilà. Alice. Bien Alcool, avant. Voilà, exactement. Ce qui augmente, et bien sûr, les risques de conduite en état d'ivresse. Puis ensuite, l'assurance, il faut quand même penser que ça coûte plus cher. À 16 ans, déjà, à 18 ans, ça coûte cher. À 16 ans, ça va coûter un bras, oui. Voilà, exactement. Ils disent quoi, les lecteurs? Un jeune interrogé par l'Actu, lui, dit qu'il faut carrément prendre le problème à l'envers. Au lieu de chercher à baisser l'âge du permis de 18 à 16, il faudrait plutôt limiter l'âge maximal et faire repasser le code de la route régulièrement au conducteur. Ok, c'est bien pour vous. Bon, je rigole. Merci pour cette récré, Emma. Merci. Grand oral, Alice Buteau. Allez, on va prolonger la récré. Vous êtes comédienne? Oui. Vous êtes comédienne? Je veux bien que vous me fassiez, c'est un petit extrait, un petit dialogue qui m'a beaucoup fait rire. Il faut juste que vous mettiez d'accord sur qui commence. Elle découvre, il ne faut pas lui en vouloir, vous connaissez. Je commence alors, parce que j'ai moins de texte, je vois. Et pourquoi tu parles plus à Esther déjà? Concentre-toi un peu, je vais pas répéter 50 fois. Je parle plus à Esther parce qu'Azamat est amoureux d'elle. C'est pas compliqué. Mais Esther est amoureuse de personne. C'est ça? Et personne aime Esther? Si, Azamat. Donc Azamat ne parle plus à personne? Si, il parle à tout le monde comme avant, pourquoi? Si Esther est amoureuse de personne, Azamat ne devrait plus parler à personne, puisque toi, tu ne parles plus à Esther parce qu'Azamat est amoureux d'elle. Hein? Mais personne, c'est pas une personne. C'est quoi alors? Un chien? Une baleine? Bah non, c'est personne. Personne, c'est personne. Et vous avez été formidables toutes les deux, merci beaucoup. Voilà, je voulais vraiment vous donner à entendre la plume, l'écriture d'Alice Buteau, parce que c'est vraiment tout le charme, tout le plaisir qu'on a à lire ce livre qui est sorti, je le rappelle, c'est Gallimard Jeunesse, c'est du De Vos. Ah oui, je le prends comme un grand compliment. Ah bah oui, vous pouvez y aller. Mais c'est vrai qu'il fait partie de mes... Il est au panthéon de vos... Ouais, il est dans ma tête, ouais. Ça... Voilà, parce que là, on pense à la scène au camp, enfin, je sais plus quoi, je dois prendre un train pour Caen, mais quand vous devez le prendre, enfin, etc. Ouais. Il y a d'autres clins d'œil aussi, alors je sais pas si je me trompe ou pas, on croise un jeune, donc c'est Azamat, qui est un jeune réfugié afghan, qui dessine Esther, la meilleure amie, qui fait partie de la bande des Thons de Katharina. Petit clin d'œil à Riyad Satouf, non? C'est où je vois des cris. Non, vous voyez, je vois des trucs. J'y ai pas du tout pensé. Mais c'est vrai que les gens, enfin, ça c'est comme dans tout. Ouais, on projette. Bah,
par rapport à ce qu'on connaît. Ben ouais, Donc, quand on lit, j'ai pensé au carnet d'Esther de Riyad Satouf et de. Qu'on connaît. Donc c'est sans doute, peut-être que oui, peut-être parce que c'est vrai qu'on m'a dit quand je l'écrivais, à un moment je me suis dit est-ce que il faut que je demande à des gens de 11 ans est-ce que tel terme, est-ce qu'il faut que je me documente un peu, c'est toujours la question. Et à un moment, voilà, je me suis posé cette question-là et quelqu'un m'avait dit mais tu devrais lire les cahiers d'Esther. Et puis à un moment j'avais peur d'être trop influent, enfin voilà, ou de me dire voilà il a dit ça, maintenant je peux plus raconter ça. Enfin, c'est toujours pareil. Et donc peut-être que pareil, ça m'a inconsciemment. Ouais. Vos repères, vos références, cette fois en littérature jeunesse, vous vous en souvenez un petit peu? Je sais que c'est une question piège, puisque j'ai cru comprendre que vous avez une sœur hypermnésique, mais que vous avez du mal à vous souvenir. Oui, il faudrait lui demander à elle. C'est ça. Allô, la sœur d'Alice. Appel à un ami, à une sœur. Sandac, vous avez cité. Oui, c'est des choses que je redécouvre là avec mon fils. Oui, je parlais de Gris Paris. Là, par exemple, en chemin, en me disant ils vont me poser des questions, alors qu'est-ce que je vais répondre? Je repensais, par exemple, à la question du langage dans le livre, qui est assez importante. Je me suis souvenu qu'un livre m'avait quand même marqué. C'était Le Hollandais sans peine de Mario de Muraille, où c'est une histoire très drôle d'un gamin qui va en vacances en Allemagne, son père veut l'obliger à faire des devoirs, il n'a pas envie, il se fait un copain, et puis bref, il lui fait croire qu'il lui apprend le français, mais après, en fait, il lui apprend une langue inventée. Et ça, je sais que j'ai toujours trouvé ça génial, et puis peut-être aussi, j'ai rêvé très souvent d'inventer une langue, et donc il y a des choses dans la langue des bébés, peut-être il y a un petit peu de ça, et puis il y a le javanais qui revient. Ouais, parce que avec ma meilleure amie, vous goudou pagadar legede le gueudeux javaga. De pargardar le gueudeux tragédé bien guindin, le gueudeux jagada vagada legede. Sugudu pergueder vigidi to gueudeux. Bien guindin. Waouh. Parlez le javanais? Pas du tout. C'est des trucs de cours de récré. Hyper bien le javanais. C'est vrai? Elle est extraordinaire. Voilà. Nous, on parlait un petit peu javanais, vous parlez beaucoup mieux que moi. Gris Paris Ungerer, vous avez dit aussi. Nadja de Sartre, tout ça. Ouais. Florence Evos, enfin plein d'auteurs. Après, ça dépend des âges, c'est-à-dire que il y a des auteurs d'un coup qui sont accrochés à une période de notre vie. Donc voilà, là Et alors quand vous veniez ici, vous attendiez à quoi comme genre de questions? Je me suis dit, ils vont me demander pourquoi le titre, peut-être. Pourquoi le titre La vie commence en 6e. Est-ce que la vie commence vraiment en 6e? Ce sera ma dernière question. Est-ce que la vie commence vraiment en 6e? J'avais préparé une réponse incroyable. C'est ça. Bon, c'est un tome 1, par contre, ça, on peut le dire. Oui, c'est un tome 1. Il y aura une suite. On retrouve Katharina après ou pas? Non. Bien sûr. Si. Ah ouais, génial. En fait, l'idée, c'est que... J'ai eu peur parce qu'à la fin, il y a un avertissement très drôle au début du bouquin. Et vous dites à la fin, ici, ce n'est que ma version des faits. Et comme vous le savez, il existe autant de versions d'une histoire qu'il existe de personnes, signée Katharina. Donc je me suis dit, mince. Il y aura la version d'Idrissa. Voilà. Le prochain, c'est Idrissa. C'est Idrissa qui va donner son point de vue. Ouais, sur la même année. Et avec ce qu'il vit lui. Mais ça va recouper des choses qu'on a vues dans le livre. Génial. Bon, on est impatient de lire la suite. Vous restez avec nous. On va aller au collège. Il y a un mot que je n'ai pas trouvé dans le bouquin. J'ai fait rechercher dans le PDF. C'est le mot populaire. Pourtant, c'est un mot qui compte beaucoup dans la vie des collégiens et des collégiennes. Et Amélie Paris va nous en parler. Emma, merci beaucoup. Merci. Et merci de vous être prêtée au jeu avec grand plaisir. Légendaire générosité. À Gada, bien Gada, Togodo. Cours particulier. Pas cours particulier du tout. Qu'est-ce que je raconte? Les années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Prof documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris dans le 18e arrondissement. On va parler de ce terme qui est dans la bouche de tous les adolescents. Vous êtes allés les interroger pour mieux nous aider à comprendre le concept de populaire. Vous le dites mieux que moi, allez-y. Populaire. Ah ouais, beaucoup mieux. En fait, c'est assez difficile de dresser un portrait type parce que c'est très différent selon l'âge, selon le lieu et selon le milieu social de l'élève. Alors pour les plus jeunes, donc ceux qui sont en 6e, ça peut être d'avoir le dernier smartphone, de savoir se faire respecter et écouter, d'être en fait les rois et reines de la cour de récréation. Ah ouais, c'est eux qui le disent. Oui, ça, c'est eux qui le disent. Et puis, pour les plus âgés, alors ça va plutôt être d'avoir des histoires d'amour qui font parler les autres, ça va être d'organiser des
défaite, d'inviter ou de faire rire, mais toujours avec beaucoup de subtilité. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux, les populaires, c'est un groupe. C'est pour ça qu'on dit les populaires. Ils sont amis entre eux, ils connaissent tout le monde, ils sont très à l'aise, ils parlent avec tout le monde, mais surtout, tout le monde les connaît. C'est pas vraiment nouveau. Moi, il y avait ça quand j'étais... Mais oui, il y a toujours... Le groupe dont on voulait faire partie et dont on ne s'est jamais parti. Bien sûr, il y a toujours des adolescents bénéficiant d'une reconnaissance, d'une aura particulière. Alors, ce sont des adolescents, pour citer la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau, qui prennent une place particulière dans le groupe et qui sont aimés, admirés et valorisés par les autres. C'est donc un phénomène qui existe depuis toujours. Par contre, on ne les a pas toujours appelés les populaires. Mais oui, c'est ça, parce que le terme est récent. Oui, le terme est récent. Alors, il est apparu dans les cours de récré au début des années 2000. Alors, il ne dérive pas tant de l'adjectif français populaire, qui date du XIIe siècle, que du terme américain populaire. Oui, c'est les séries, tout ça. Mais oui. Alors, vous savez, dans les séries, c'est le beau gosse, capitaine de son équipe, qui se balade quand il est habillé avec un Teddy, qui est sympa, qui a envie d'aider tout le monde. Synonyme, le type qui m'énerve. Et puis pour les filles, alors c'est plutôt les filles bien habillées, bien coiffées, très sûres d'elles et un peu peste. Mais en tout cas, pour reprendre Maya, qui est une élève de 16 ans scolarisée en seconde au lycée Voltaire, c'est beaucoup moins cliché en France que dans les séries américaines. Ah bah oui, forcément, on est très subtil. Il y a eu les séries, les réseaux sociaux aussi. Eh bien oui, parce que même si tout commence au sein de l'établissement scolaire, eh ben, les réseaux sociaux comme Snapchat, comme Instagram sont des véritables vitrines pour ces ados qui adorent se mettre en scène, qui se présentent dans des situations insolites, qui se maquillent, qui utilisent des filtres. Bref, ils sont beaux, ils sont tendance et surtout, ils adorent être suivis, avoir des followers plutôt que de suivre les autres. Alors, l'une d'elles confie, sur les 1000 abonnés de mon compte Instagram, il y a 700 personnes que je connais et 300 inconnus. Beaucoup me font des compliments sur mon style vestimentaire. Wow, 700 que je connais, c'est quand même déjà assez oui, c'est déjà ahurissant. pas mal. Le style vestimentaire, ça, on sait que ça fait partie en sociologie de la jeunesse, c'est le premier même signal de reconnaissance qu'ils envoient. Oui, ils sont très bien habillés, ils ont une coiffure branchée, alors on les reconnaît surtout avec leurs chaussures, parce qu'ils ont toujours les dernières sneakers à la mode. Les sneakers, c'est très important. Et alors pour Jonas, celui qui a 14 ans... Elle fait un effort que vous n'avez pas entendu, Alice, elle a dit sneakers. Oui, parce que spontanément, elle dit basket, mais on a appris la semaine dernière qu'il fallait dire sneakers. Par contre, on a réussi, elle a arrêté de dire tennis, donc ça va. Les sneakers, disiez-vous. Donc les sneakers à la mode, c'est très important, donc pour les populaires. Et pour Jonas, celui qui a 14 ans, qui est scolarisé en 4e, il dit que souvent les filles populaires, elles se pensent un peu plus vieilles qu'elles ne le sont et elles ont toujours des sacs à main. Alors, évidemment, certains vont dire que les populaires manquent d'originalité parce qu'évidemment, ils suivent tous les mêmes tendances et qu'à force de suivre les mêmes tendances, ils finissent par se ressembler parce qu'évidemment, s'il y a les populaires, il y a aussi les anti-populaires. C'est que bien d'être populaire ou pas? Ça attire quand même quelques jalousies, non? Forcément, les populaires n'échappent pas aux rumeurs, mais à l'inverse, les populaires peuvent aussi se servir de leur influence pour instrumentaliser et parfois pour dénigrer les autres. Mais heureusement, dans les populaires, il y a quand même les gentils et ceux qui sont attentifs. De toute façon, la popularité dans la cour de récré, ça ne dure jamais très longtemps. Quelle morale de l'histoire. Merci beaucoup, Amélie. Donc, on résume. Ils se déplacent en groupe, puisqu'ils ont beaucoup d'amis, ils s'habillent bien, ils invitent souvent les autres à se mettre en scène sur les réseaux sociaux. On va citer les noms. J'ai noté Maya, Zélie, Eva, Paco, Jonas, Bonny, que vous avez cités, ados populaires ou pas, qui vous ont aidé à préparer cette chronique. Exactement. Merci à eux. Ça vous parle, cette notion des populaires? Oui et non. Enfin, je sais pas. Oui, ouais, nous aussi. Est-ce que la bande des tons, elles sont populaires? Non, je crois pas. C'est pas leur truc. Ouais, c'est Par contre, ils savent faire rire avec subtilité. Donc, ils sont solidaires, populaires. En fait. Plus solidaires, ouais. Donc, en fait, ils voient pas... Oui, ils peuvent avoir des opinions sur Internet, comme on a tous eu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette idée de caste. Enfin, d'un coup, il y aurait... Non, c'est des sympas. C'est des franchement sympas. Amélie, merci beaucoup. Alice, merci mille fois. Merci à vous. Vous précipitez, c'est à dire à partir de quel âge? 9 ans, 10 ans? Oui. Ouais, c'est ça. Et sans limite d'âge supérieur, ça c'est moi qui l'ajoute. La vie commence en 6e, tome 1, Katharina, c'est chez Gallimard Jeunesse, c'est signé Alice Buteau, c'est extrêmement drôle. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec, Magadari Guidi, Negede Plangonant, Tegadek, car elle aussi parle le javanais, qui était en régie et qui a préparé l'émission. Au son, Maxence Mougin, Théo Boscar, la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.